Ce balado vous est présenté par Outils, le logiciel qui rend vos projets d'architecture aussi organisés que vos concepts créatifs. Que ce soit pour la gestion des équipes, le suivi des budgets ou la planification, Outils simplifie chaque processus. C'est l'outil incontournable pour les firmes d'architecture au Québec, vous aidant à voir vos projets sous une autre perspective, avec efficacité et sans prise de tête. Bonne écoute! Les concours d'architecture ici au Québec ont su prouver leur efficacité au fil du temps. On le fait à travers des bibliothèques, des salles de spectacle. Ça permet d'obtenir plusieurs solutions pour un même site. C'est génial et surtout, ça évite le plus bas soumissionnaire. Mais ces dernières années, on voit de plus en plus de concours basés sur le portfolio, l'expérience des firmes, ce qui favorise certains bureaux au détriment d'autres, dont la relève. Le niveau de détail demandé parfois est très élevé alors qu'on devrait être davantage dans une étape conceptuelle. Et les concours ont aussi eu mauvaise presse ces dernières années, notamment à cause d'explosions de coûts. Bref, qu'est-ce qui cloche avec nos concours d'architecture au Québec? Je m'appelle Grégory Taillon. Et moi, c'est Marc-André Carignan. Vous écoutez Autre Perspective, notre balado signé Collectif. On aime ça, on aime ça. Bien, bienvenue à Autre Perspective. Très content de vous savoir à nos côtés. Concours d'architecture aujourd'hui, Greg, c'est un sujet... Là, on est là avec notre petite verre autour de la table. On a plein d'invités qui nous regardent. C'est gênant. Greg, toi, je serais curieux parce que c'est un épisode qu'on voulait vraiment faire avec Collectif. Tu as participé à des concours. Vous avez gagné des concours chez Daou Lestage, je pense récemment au musée de l'Holocauste. Et à chaque fois, tu me disais, on se questionne sur le concours, sur les formules. Ça soulève des questions, assurément. Moi, j'adore les concours. J'ai eu la chance, comme tu dis, d'en faire quelques-uns. Je trouve qu'à chaque fois, c'est une occasion unique de tester des choses, de se remettre en question, de faire évoluer nos modes de représentation. Il y a quelque chose de très formateur. D'ailleurs, c'est un des rares moments sur le marché du travail où on se remet un peu dans l'esprit de l'école. Il y a quelque chose de très collaboratif, de très rassembleur. Mais effectivement, ces derniers temps, on se questionnait, on se dit, est-ce qu'on participe encore au concours? Est-ce que la formule est encore la bonne? Là, je trouve qu'on a tellement un trio d'enfer pour ce balado aujourd'hui. Alors, je te laisse nous les présenter. D'abord, Marie-Josée Lacroix, première commissaire au design et chef d'équipe du bureau du design de la Ville de Montréal jusqu'en 2021. Parmi ses réalisations, la désignation de Montréal à titre de ville UNESCO de design et l'implantation d'une pratique innovante des concours de design et d'architecture. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Également, Éric Pelletier, associé principal concepteur chez Lemay, qui a participé et remporté plusieurs concours, notamment la Bibliothèque du Boisé à Ville-Saint-Laurent et plus récemment le Centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield, en plus d'avoir siégé sur plusieurs jurys. Bonjour Éric. Bonjour. Quel concours t'es plus fier, là? Du Boisé. Du Boisé, ça commence à dater, là. Également, autour de la table, Nathan Bonneville, qui est cofondateur de l'agence Épigraphe à Belleuil, lauréat du prix Relève en architecture 2024 de l'Ordre des architectes du Québec et qui a également participé à plusieurs concours. Bonjour, Nathan. Bonjour. Pour mettre la table, mettons votre relation avec le concours d'architecture, je serais curieux. Bon, Marie-Josée, on l'entendait dans la bio de Grégory. Donc, tu as insisté ou tu as travaillé fort pour ramener les concours à Montréal. Pourquoi? Je suis une militante convaincue. Je suis une protagoniste des concours, puis c'est encore quelque chose qui me préoccupe, enfin, qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que, je travaillais à la Ville de Montréal, donc dans le secteur public. Les alternatives pour défendre mon rôle était de défendre la qualité en architecture, en design sur le territoire de la ville. Le plus bas soumissionnaire, ça fonctionnait bien? Ben non, ça marche super mal. Ça marche pas du tout. Et donc, il n'y avait pas du tout une culture des concours quand j'ai commencé à la ville. C'est quelque chose qui s'est développé, qui s'est implanté avec beaucoup de persévérance et beaucoup de collaboration de la part du milieu, d'ailleurs. Et je connais pas une autre façon d'octroyer la commande qui est aussi qualitative que celle-là. Parce que la décision se prend, le projet est jugé sur la base de la qualité. En fait, la qualité est au cœur de la décision du projet. Et puis, je connais pas d'autres modes d'attribution de contrat, de services professionnels qui met la qualité au cœur de la décision. Et les concours font naître des stars. A Star is Born, ça a été le cas d'Éric? Ça y est, il veut me faire rougir. Voilà. Non, mais T'as n'empêche que tu as C'est réussi vrai. à faire ta marque, notamment à travers le concours. Oui, on était chanceux. On a connu, nous, la naissance des concours, les débuts des concours. Le premier qu'on a remporté, ça a été la Grande Bibliothèque avec Pat Carr. Ben oui. Donc, quand on a commencé avec un plus grand, puis après, dans la taille des projets, ça devient plus raisonnable.
Mais oui, j'ai eu la chance de connaître les balbutiements du processus des concours au Québec. C'est quelque chose que j'ai vu évoluer, que je vois encore évoluer, pour le meilleur et pour le pire. Oui, donc on va en parler sûrement tantôt. Ouais. Puis pour revenir à ta question sur la relation, par exemple, que j'ai par rapport au concours, j'ai une relation, moi, plus amour-haine. Parce que faire des concours, c'est plaisant, c'est extraordinaire, mais c'est tellement difficile. Et oui, c'est un mode d'attribution qui est extraordinaire, c'est stimulant, mais le pendant de ça, c'est la douleur que tu as quand tu perds des projets. Mais sérieux, je peux en pleurer encore, mais j'en pleurerai pas tout de suite, là, mais j'ai encore des projets que j'ai sur le cœur. Puis là, j'en passe à un, puis ça y est, vous voyez. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est apprendre à les fêter. Il faut les fêter quand on a un, il faut vraiment festoyer. Mais il faut accepter de pleurer les autres. Si on les fait d'une manière vraiment impliquée, émotive et tout. Donc, c'est ce pendant-là qui, pour moi, est un peu difficile. Il y en a Au bureau, on le conçoit beaucoup comme étant un peu comme des ruptures amoureuses. Tu sais, les premières ruptures. Oui, parce que vous en faites beaucoup des concours Oui. et vous avez malheureusement perdu beaucoup de concours. Principalement perdu des concours pour l'instant. Puis c'est très clé à comment on perçoit que l'architecture devrait être développée, puis peut atteindre une qualité architecturale optimale. Mais c'est sûr que c'est très crève-cœur quand je veux dire, on les fait toutes pour les gagner ou minimalement pour avoir la chance de présenter aux deuxièmes étapes. Puis c'est ça, on y croit à chaque fois. Donc voilà. Et vous, votre objectif derrière ça, c'est se développer en équipe, c'est justement faire un peu sa marque, c'est d'entrer dans le monde de la commande publique. Comment vous voyez ça? Bien, chez Epiraf, on perçoit l'architecture comme étant un vecteur d'impact pour les communautés. Puis pour nous, la notion d'impact, elle est liée à comment est-ce qu'on est capable de bonifier les milieux de vie. Puis beaucoup des commandes qui découlent des concours sont des projets d'impact. Des projets qui sont structurants, des projets qui sont des incubateurs communautaires, qui sont centraux au développement des municipalités et des communautés. Puis pour nous, ça fait partie, c'est totalement aligné avec la manière qu'on perçoit le rôle de l'architecte à l'intérieur de sa communauté. C'est fou parce que le concours, je vous écoute parler, vous êtes là, c'est le fun, ça permet la qualité ici et ça, mais il y a tellement de critiques ces dernières années entourant les concours, puis j'ai l'impression que le concours, corrigez-moi si je me trompe, a mauvaise presse, dans la mesure où il y a des concours les coûts ont explosé, bref, il y a toutes sortes de raisons, et j'ai l'impression que les élus ne trippent pas sur les concours. Est-ce que je me trompe? Moi, j'ai pas du tout cette perception-là. C'est sûr que moi, je suis plus familière avec les concours de la Ville de Montréal que la situation du Québec dans son ensemble. Donc, si je regarde la quantité de concours, si je regarde la demande d'accompagnement que le Bureau du design a maintenant à chaque année de collègues, avant, on se mettait à genoux pour convaincre nos collègues de faire des concours. Et là, le téléphone sonne, enfin, plus vraiment le téléphone, là, on se comprend, mais donc il y a une demande qui augmente de la part des gestionnaires de projets municipaux. L'autre chose, c'est si je regarde le nombre de projets qui gagnent des prix, issus de concours et qui gagnent des prix, c'est extraordinaire, c'est de plus en plus... donc la critique, je sais pas trop. Les médias... le Québec sort comme étant vraiment exemplaire au Canada par notre pratique des concours. Et puis, donc, si je regarde toutes ces espèces de paramètres-là, je vois pas que le concours a mauvaise presse. Je trouve qu'il a de plus en plus une bonne presse. Mais comme il y en a plus, c'est sûr, puis comme la pratique et la culture du concours se développent, c'est sûr qu'il y a une culture critique aussi qui se développe avec ça. Oui, je vais prendre le doigt de réplique parce que c'est hyper intéressant parce que le regard de la personne qui est à la ville, qui le voit, puis effectivement, la Ville de Montréal est vraiment proactive et c'est extraordinaire parce que ce ne sont pas seulement des projets culturels qui sont en concours. On parle de projets sportifs, des aménagements de parcs, des places. C'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose qui devrait être répété à travers le Québec et le Canada un jour. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, moi, je perçois qu'il y a une mauvaise presse de plus en plus. Et même dans la pratique aussi, il y a un questionnement sur la pertinence des concours. Non pas qu'on critique le concours, vers où on est rendu aujourd'hui, vers où on s'en va. En ce sens que je l'ai vu, cette évolution du concours, comment il s'est transformé au fil des ans, comment les résultats sont différents des attentes. Et on est probablement les responsables aussi je dirais pas de cette déchéance-là, mais de cette mauvaise presse qu'on a maintenant. Comme architecte, je pense qu'on a une responsabilité, puis j'aime beaucoup ton point, Nathan, par rapport à notre rôle dans la société, mais on a une responsabilité quand un donneur d'ouvrage, que ce soit une ville, un ministère, une petite institution, nous donne un mandat pour un concours, c'est une commande publique. Pour moi, c'est une commande publique, au même titre qu'un appel d'offres, dans un autre cadre d'octroi de commande. Et cette commande-là, il faut la livrer avec célérité, avec respect, puis avec sérieux, qui nous impose notre rôle.
c'est difficile en concours d'arriver et de livrer, je ne sais pas, exemple, un bâtiment à 20 millions, parce que le budget est 20 millions, puis voir l'autre concurrent qui arrive à 40, 45, 50 et passer devant nous. Tu veux dire que soumet un projet qui aurait théoriquement une valeur... Qui a théoriquement une valeur beaucoup plus élevée. Et toi, tu le perçois, tu dis... Oui, c'est perçu. Je me suis fait poser une fois comme question, comme jury, pourquoi vous avez mis de la tôle ondulée? J'ai dit, ben c'est parce que la seule chose que vous pouvez vous offrir, et on a rationalisé votre programme. Le projet lauréat avait un programme plus grand, avec tout du mur rideau. Évidemment, il a été livré 3 fois plus élevé, au final. Le résultat d'un processus comme ça, c'est que le donneur d'ouvrage, qu'il soit municipal ou d'une autre ville, dit « Ce projet-là a coûté 3 fois le prix. Pourquoi j'irai en concours? » Donc, ça, c'est notre responsabilité. C'est à nous de jouer avec nos cartes et le terrain de jeu qu'on nous donne. Et c'est difficile comme concurrent si, puis ça va t'arriver toi aussi, Nathan, de respecter les règles vraiment et de voir un concurrent qui est à côté. Et non pas en termes conceptuels. Moi, là, on ne j'aurais parle pu pas de gagner. sortir du cadre, briser une règle. Exemple, on voulait sur un étage, on l'a fait sur Sur deux. deux. Non, Des on parle de budget, là. trucs, tu sais, ça passe ou ça casse, ces Oui. choses-là. Puis des fois, ça accroche le jury, des fois non. Oui. Puis on a eu plein d'histoires de concours à l'international où quelqu'un brise une règle, puis finalement, l'a remporté parce que c'était génial. C'est un Mais là, on risque. parle vraiment, si je te comprends bien, puis c'est vrai, en fait, je te comprends parce que je l'ai déjà entendu plusieurs reprises, des architectes qui disent c'est pas fair. On a des collègues qui ne sont pas fair dans les concours parce qu'ils soumettent des propositions, puis on sait très bien que ça ne rentrait pas dans le Oui. cadre. La question du paramétrage des concours aussi, donc des programmes fonctionnels et techniques, est vraiment complexe. Ouais. Parce que, pour l'avoir vécu, on fait un concours d'architecture. Le programme fonctionnel et technique, donc son programme ainsi que son budget, est établi sur les bases d'une projection de l'architecture qui est souhaitée par la municipalité, qui est de l'ordre d'un projet qui n'émanera jamais d'un concours d'architecture. C'est un projet ultra simple, c'est un projet compact, c'est un projet d'une qualité architecturale très banale. Et là, on pense qu'on va prendre ce programme fonctionnel, qu'on va prendre ce budget-là, on va le faire passer au travers d'un concours et on va tenir les architectes responsables, dans le fond, de respecter un cadrage qui était réaliste aussi par rapport au processus. Ah, mais là, il faut que je donne une autre réplique à Marie-Josée. Ça, vous l'évaluez pas, ça, à la ville, quand vient le temps d'octroyer un mandat? Il faut que le budget soit adéquat, sinon on ne peut pas faire des miracles, même si c'est un concours. Il y a plusieurs facteurs. Là. Moi, dans ma carrière, j'ai vu plusieurs... puis c'était une bataille qu'on faisait aussi, d'avoir le juste budget pour le juste programme. Hein? Bon. Mhm. Et les justes honoraires. Ce qui arrive quand même, c'est que souvent, je suis pas sûre que c'est que cette situation, elle soit propre au concours. Non. Je crois Non. vraiment que dans bien des cas, quand on fait des appels d'offres ou des modes d'attribution traditionnels, l'évaluation du coût d'un projet ou du budget d'un projet se fait en amont par des gestionnaires de projet. Moi, je crois pas que les gens sont pas compétents. Je crois qu'ils sont compétents, ils sont capables de mettre des chiffres, mais ils le font, mettons, telle année, tel mois, Mhm. puis le projet va se faire... 5 ans plus tard, après Bon, pandémie. il y a après le- il y a le délai. Alors, la question, est-ce que c'est propre aux projets qui se font par concours ou c'est un problème de sous-évaluation, souvent pour des raisons politiques? Des fois, là, les gens, ils veulent juste, les élus, les gestionnaires de projets, ils veulent que le projet démarre, Mhm. lève. Puis si on disait peut-être les vrais chiffres, est-ce qu'il est vrai? Je ne le sais pas. À part ça, il y a quand même toute la question de l'intégrité là, de la personne du concurrent, des concurrents. Je pense que ceux qui... je suis un peu déstabilisée par ce que tu viens de dire, Éric, parce que je me dis, si la personne qui a vraiment pas tenu compte du budget, puis qui a proposé un concept qui est vraiment pas réalisable à l'intérieur de l'enveloppe qui était attribuée, gagne, qui c'est qui a pas fait sa job? Est-ce que c'est le comité technique, la commission technique qui a regardé parce que, tu sais, bon, on va parler des dessins puis de la représentation, je sais que c'est un sujet, les images, etc. Mais quand on demande une esquisse à 70 on a assez d'informations pour être capable d'évaluer combien ça va coûter, cette affaire-là. Là. Donc, le comité technique est capable d'évaluer avant le jury. C'est pas le job du jury de faire ça. Bon, si le concept respecte l'enveloppe ou pas. Après ça, il y a le concurrent qui, s'il dit, mais coudonc, je participe à ce concours-là, mais l'enveloppe là, du lead platine, plus ça, plus un programme, je suis pas capable de faire. Je crois que c'est au concurrent aussi de dire, avec l'enveloppe que vous me donnez, je peux aller jusque-là. Puis je pense que la qualité peut être là,
Mais c'est ça. Et tu as raison qu'il faut critiquer parfois le programme. Il faut le remettre en question. Mais c'est très complexe lorsque, C'est- dans le fond, la conséquence d'une remise en question d'un programme fonctionnel mal établi est l'élimination. Tout à fait. C'est immense comme impact sur n'importe quel film. Là. Je reviens sur ton point de le concours comme un véhicule pour les architectes, faire de la recherche, faire de la qualité, exercer le métier vraiment en dehors des limites de notre pratique. Et moi, j'ai le regard, je les critique maintenant. Je me dis, pourquoi est-ce que seulement le concours va nous permettre de faire de la qualité? Qu'est-ce qui change entre faire un mandat par concours ou faire un mandat par octroi public, faire un mandat par octroi privé? Notre pratique devrait être la même. On devrait viser la même qualité, s'éclater tout autant dans la firme, parce qu'on parlait d'émulation tantôt, puis d'avoir du plaisir, puis de faire des charrettes. Mais qu'est-ce qui empêche dans un projet obtenu par appel d'offres de faire ça? D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, je pourrais mettre ton chapeau, tu pourrais mettre ton chapeau d'enseignant à l'Université Laval. Et justement, le concours est souvent perçu auprès des étudiants comme étant une espèce de bar Mais ouvert pas juste de les création. étudiants. J'ai fait une conférence dernièrement, puis c'est exactement ça. Ah, ben nous, on veut faire des concours. C'est le seul endroit où on peut enfin faire de l'architecture, faire ce qu'on veut, faire de la recherche, explorer. Mais là, j'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça dans vos projets? Oui. Qu'est-ce qui vous empêche d'explorer dans un projet? Oui, mais le client, oui, mais il faut que tu le communiques avec le client, il faut que tu expliques au client le processus. Ah, mais on ne peut pas atteindre la même qualité. Mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas atteindre la même qualité? Il n'y a aucun frein. C'est nous qui nous mettrons ces freins-là. Donc, on ne peut pas avoir une pratique disant 100% alignée sur concours, je suis créatif, je vise l'excellence, puis une pratique à côté. Ultra dichotomique, oui. Dans nos valeurs profondes, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de jouer sur ces deux rôles-là. Je me dis, il faut avoir exactement la même pratique des deux côtés. Il y a peut-être un processus qui est plus difficile, certains grands projets publics, avec les institutions. On connaît toute la structure des projets publics, un peu plus complexe, un petit peu plus difficile d'avoir relation client, discuter avec les clients, être prêt avec eux. Mais le devoir de résultat devrait être le même. Je veux qu'on parle des types de concours parce que, Grégory, tu me disais, puis je pense que tu l'as observé beaucoup dans le milieu, le concours anonyme, première phase, tout ça, on le fait avec le Lab École récemment, mais tu sais, c'est loin d'être la norme. De manière générale, on le voit de moins en moins. C'est un peu ça au début, les premiers concours qu'on a vus apparaître. Puis c'est ça qui rendait la chose intéressante. Ça offrait la possibilité à tout le monde de participer. De plus en plus, on voit différentes approches, notamment une première étape qui est plutôt basée sur le portfolio, l'historique de la firme. Et tout de suite, on sélectionne seulement 4 équipes. Puis on se demande, est-ce qu'on est en train de trop axer les concours sur la qualification de l'équipe et moins sur le projet? Sur la solution architecturale, Exactement. finalement. Oui, c'est vrai. Il y a moins de concours anonymes. J'en ai rapporté des concours anonymes qui passent à une deuxième étape. C'est-à-dire, tu as une proposition, puis bon, tout le monde connaît le processus. Puis quand tu es une jeune firme, au début, ben, la première rencontre, tu te fais dire, ben là, tu es la plus jeune firme autour de la table, puis on ne sait pas si vous êtes capable. On disait, laissez-nous aller. Puis je me souviens d'un projet qu'on a livré en temps, en budget, pendant qu'un autre projet livré par 3 firmes d'expérience, les grandes firmes, livraient un projet qui dépassait 2 à 3 fois. Mais on l'a vu disparaître tranquillement. Probablement en conjonction avec des projets qui ont eu mauvaise presse. Là, se sont dit, ben, on va se tourner vers un peu plus d'expérience pour être certain. Parce que, encore une fois, le concours est un mode d'attribution de projet. C'est un mode d'attribution de contrat. Le concours n'est pas là pour être un incubateur de jeunes firmes. C'est pas la mission première du concours. Malheureusement, c'est pas ça. Non, mais en même temps, est-ce qu'on ne perd pas l'essence du concours? Parce que l'essence du concours, techniquement, c'est de se tourner vers la solution architecturale. Oui. Puis en deuxième étape, comme l'avait fait d'ailleurs le Lab École en disant, bon, première étape anonyme, donc n'importe qui peut soumissionner. Oui. Et là, si tu es sélectionné et que tu es une firme Tout de à la fait. relève ou qui n'a pas l'expérience, Complément d'expertise. ben, on va chercher C'est ton ça. complément d'expertise Mais- avec une autre firme, consortium. Ce que j'explique, c'est juste que c'est pas l'objectif premier du concours, d'être l'incubateur de jeunes firmes. D'accord. C'est tout. Oui. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Puis il ne faut pas le faire dans la commande publique non plus. Il devrait y avoir des commandes peut-être réservées un jour. On a une grande réflexion à faire sur la commande, peu importe, que ce soit le concours ou pas le concours. On a une grande réflexion à faire sur la commande en général. Là, on le voit, là, ça migre vers les équipes. Là, on est rendu avec les équipes d'ingénieurs, estimateurs, les gens en lead. Là, ça prend des portfolios à pu finir. Puis là, on parle des ingénieurs qui doivent être réservés. Premier qui appelle. C'est devenu hyper complexe, hyper lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une phase où on a un peu échappé dans les résultats ou dans la qualité des projets ou dans les coûts. Et probablement que là, tout le monde s'est retourné vers on va se sécuriser, malheureusement. Et j'espère qu'on va être capable, à travers des projets récents ou d'autres projets, de revenir, redonner bonne presse et de réouvrir. Puis il y a encore des concours anonymes. Il faut qu'il y ait des concours anonymes. C'est essentiel. Ben, nous, on est une jeune firme de la relève. Mais on est excessivement chanceux. Et puis là, je saluer tous nos collaborateurs. Là.
On a des numéros de téléphone et des oreilles incroyablement réceptives à nos propositions de collaboration, OK? Mais ça, là, c'est nous. Et ce que je trouve déplorable, en fait, c'est qu'on soit vraiment un cas d'exception et non pas une manière de mettre à profit les nouveaux architectes. Ouais, puis les nouveaux architectes, là, on commence à être j'ai un peu de cheveux gris, là. Mais une nouvelle génération d'architectes ou une nouvelle génération de firmes. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus à nos mécanismes qui mettent de côté nécessairement l'inexpérience ou la perception de l'inexpérience. Parce que du jour au lendemain, dans le fond, je veux dire, s'il y a un problème avec un projet que j'ai conçu, je suis tout aussi responsable. Tout à fait. Je serai tout aussi poursuivi et je serai tout aussi redevable, dans le fond, des décisions professionnelles que j'ai prises. Puis, comme je l'ai dit, on est ultra choyé de pouvoir faire partie des 11 firmes qui réussissent à déposer sur un concours en ce moment, qui nécessitent tellement de critères d'exclusivité, de connaître tous les dirigeants, des têtes des firmes d'ingénierie, d'acoustique. Je veux dire, on est excessivement chanceux de les connaître, ces gens-là. Mais tu me disais en préparation du balado que c'était un peu l'enjeu que vous aviez avec les concours. Vous les faites, vous avez les points pour l'idée, le concept, vous scorez. Mais dès que vous arrivez après ça à l'autre étape, à l'autre étape d'analyse qui est l'expérience, c'est là souvent que vous perdez un peu vos points. Pour moi, la notion du complément d'équipe est vraiment une solution idéale, dans le fond. Oui. J'ai aucune gêne à aller demander de l'aide de gens qui ont réussi à réaliser ce genre de projet 20 fois dans une carrière. Je vous dis, c'est sécurisant pour moi aussi, là. Mais moi, je suis allée me rafraîchir. Je suis allée voir le site de Design Montréal avant de venir ce soir. La très forte majorité des concours pluridisciplinaires qui ont été faits par le bureau, accompagnés par le bureau, ont été avec la formule anonyme. C'est des concours pluridisciplinaires en paysage, en design urbain ou en design de produits qui sont ouverts aux architectes et qui ont souvent été gagnés par des consortiums où un architecte était dedans. Mais il y a aussi le fait que j'ai eu autant de critiques que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'architectes qui ne veulent pas de concours anonyme. Il y a une valeur à vos prestations. Puis moi, je ne peux pas à la fois défendre une valorisation de vos honoraires, puis des justes honoraires pour vos prestations, puis après défendre le concours anonyme où la première phase conceptuelle, aussi légère soit-elle, n'est pas rémunérée. Fait que là, il y a des projets qui méritent, puis il y a des projets qui ne le méritent pas. Mais la phase 1 n'est jamais rémunérée. Non, mais sauf un dossier de candidature, c'est pas la même prestation intellectuelle qu'un concept. Et ça, il y en a plusieurs qui réclament que ça ne devrait pas être gratuit, ce pitch-là. Par contre, les concours qui ont été faits sur dossier de candidature. Et là, je vais regarder si c'est toujours les mêmes qui l'ont, parce que c'est toujours les mêmes. Ben non, c'est pas toujours les mêmes, les finalistes. Ben non. Mais il n'y en a pas tant. Parce que de plus en plus dans les concours, on ne dit pas, pour être sélectionné comme finaliste, il faut que tu aies déjà fait une bibliothèque parce que c'est un projet de bibliothèque. Non. On te demande d'avoir fait des projets d'une envergure équivalente. On essaye de sortir du programme comme tel à répondre, puis d'essayer d'aller chercher des gens pour qui ça va être une nouvelle façon, une nouvelle commande, pour aller chercher un regard neuf sur un programme. Donc ça se développe beaucoup dans les derniers projets. Qui est une amélioration. José, on va se le dire, je ne veux pas nommer de nom aujourd'hui, mais il y en a quand même plusieurs qui reviennent souvent dans les 4 finalistes. Surtout à la phase 1. Oui, surtout à la phase 1, quand même. Oui, il y a une certaine rotation. Puis là, je pense qu'il y a une ouverture parce qu'il y a des films qui ont réussi à s'infiltrer dans le processus. C'est ça. C'est que là, plus ça va, tout ce qui est pluridisciplinaire en aménagement, ils sont tous anonymes. Il n'y en a aucune exception. Ouais. Puis, je me souviens, quand j'étais à l'école, je sortais, on a réussi à rentrer tranquillement dans les concours, mais j'avais la même critique. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Tout à coup, on est tombé on était toujours les mêmes. On s'est brûlé, d'ailleurs. Brûlé dans le sens physiquement, là, parce que faire 2-3 concours par année, émotivement, c'est difficile. Je me souviens d'avoir annoncé à quelqu'un, je vais faire un appel d'offres pour un autre concours, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle dit non, je suis plus capable. C'est émotivement, physiquement difficile. Faut prendre des pauses. Mais à un moment donné, d'autres sont apparus. Ça a été eux, toujours les mêmes. Puis ils ont disparu. Puis là, c'est d'autres qui sont toujours les mêmes. Et l'affaire va passer. Puis il y a un roulement qui se fait. Mais ça me fait penser au tennis. Tu sais, il y avait une certaine rotation. Tu avais Nadal, tu avais Djokovic. On est capable de les mettre dans une main. Mais il y en a des fois qui font des retours. Il y en a qui ils s'évacuent parce qu'ils prennent leur retraite. Mais dans le fond, on souhaiterait quand même que pour le bien de notre profession, que les gens soient inspirés puis aspirent à ça. Oui. On souhaiterait
D'un, à la commande publique, Oui. mais à des projets d'exception, à des projets qui sont en dehors de leur petit giron ultra défini, de la case dans laquelle ils sont obligés d'exploiter leur firme. On souhaiterait que l'architecte soit quand même perçu comme étant un professionnel qui est capable de questionner. concevoir, de prendre un programme et de le concevoir. Mais justement, à la première étape, c'est normal que les firmes d'architecture se mettent ensemble pour former une équipe, mais est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, des ingénieurs dès la première étape? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être simplifié? En tout cas, moi, je vais t'inviter à aller parler à mes collègues à la Ville de Montréal, là, parce que je vais te dire, nous, la bataille qu'on a menée avec les protagonistes du PCI, là, parce que c'était un PCI ou un concours. Ça aussi, Puis là, tu dis, et aujourd'hui, puis c'est vrai quand même, les projets sont devenus hyper complexes. Et avant, on faisait des concours d'architecture, puis c'était juste les architectes qui participaient, puis tu n'avais pas besoin de te mailler avec un paysagiste. Avant, je sais pas, là, ça, c'est un autre débat. Est-ce que la profession a beaucoup changé ou est-ce que c'est la nature même des compétences et des connaissances par projet qui s'est... Bon. Effrité. Ou est-ce que maintenant, les projets sont devenus beaucoup plus complexes à cause des enjeux environnementaux et tout ça? Je ne suis pas praticienne, donc je ne peux pas y répondre. Mais ce que j'entends, c'est que les concours pluridisciplinaires sont là pour rester et l'apport de l'ensemble des cerveaux est souhaité le plus en amont possible du projet. Et ça, là, c'est pas là pour partir. Et puis aussi, la question de l'exclusivité est compliquée, mais c'est compliqué aussi d'avoir dans 4 équipes de finalistes le même ingénieur, le même architecte paysagiste, etc. Mais c'est quoi la complexité de ça? Ben, je l'ai fait, moi. Bon, vas-y. Ouais, moi, mais je en l'ai tout fait. cas, moi, on m'a vraiment dit que c'était des concurrences sur des compétences identiques. Je Donc, l'ai fait, moi, ouais. avoir un cas où, exemple, un concours où les ingénieurs n'étaient pas exclusifs. La firme travaillait avec Avant, on faisait ça, on oui, oui. travaillait avec 2 boîtes. On est Les des architectes de professionnels. paysage aussi le font. On est des hein? professionnels. Mhm. On faisait la coupure. Et 4 finalistes en même temps pouvaient avoir les mêmes... Oui, Oui, à tout peu à de choses près. OK. Mais à la question, OK. le point, c'est on est tous dans le même bateau. À la première phase du dossier, avoir C'est la firme mortel. complète avec les ingénieurs exclusifs, c'est le premier qui appelle. Si tu n'as pas pris le téléphone à l'intérieur de C'est une 5 course. minutes, puis tu as appelé chaque Ouais. dirigeant de firme d'ingénierie que l'enfer. tu as besoin, là, tu ne déposes pas. Et c'est pour Ça, ça c'est que le tragique, concours là. anonyme devient, la première étape anonyme devient, avec le complément, devient quand même une solution. Mais on pourrait quand même penser à un complément d'équipe sur candidature, Mais c'est simple, avec une c'est première simple. étape sur candidature. Mais c'est très simple d'être sélectionné. Exemple, tu es sélectionné, tu déposes ton dossier de candidature, tu es sélectionné. Il y en a 4 au Québec sur Mhm. un projet. Ah oui, complet. Alors, à travers les firmes d'ingénieurs, de consultants à travers le Québec, on est capable de se répartir des ingénieurs, des architectes du paysage, Absolument. des consultants en ascenseur, en acoustique. Même là, Excusez-moi, mais il y a un gros problème avec les conflits d'intérêts Ça maintenant. aussi, c'est notre Oui. enjeu. Les architectes autour de la table sont des professionnels. Un jury peut être professionnel. Maintenant, on fait tous des consortiums. Ouais. Puis, si tu fais un consortium avec une grosse firme, X, puis eux sont en consortium avec tout le Québec, on a été disqualifiés pour des questions de conflit d'intérêts dissimulés à l'intérieur d'un jury pour lequel on ne pouvait pas deviner ce conflit non, d'intérêts-là. c'est Puis, aberrant. C'est puis, très difficile, ouais. honnêtement, je veux dire, c'est une perte énorme là, pour une firme qui... Puis vous pouviez même pas le savoir, hein, Non. c'est ça. on ne pouvait pas le savoir. Ben, mets-nous en On devait- contexte un peu. Ben, en fait, Très simplement. Ouais, très, je très pense que c'est simplement, important des on a exemples un- quand même. hein. on a une équipe complète, on nous divulgue un jury, on nous dit qu'on ne doit pas avoir de conflit d'intérêts, de contrat, en fait. Puis ça, c'est compliqué parce qu'on s'entend au Québec, là, dès que tu commences à faire de la commande publique, tu as Ouais. des contrats actifs avec à peu près tout le monde. Que tu sois en train de faire une toilette dans une école ou que tu sois en train de faire une bibliothèque, dans le fond, tu vas avoir ces liens d'affaires-là avec Ouais. tout le monde au Québec. C'est foutu. Ouais. En fait, ce qui est un peu complexe, c'est que comment est-ce que le jury réussit à avoir la même rigueur de vérification de conflit, de contrat actif avec tous les proposants? Le jury. Il finit par avoir un peu de discrétionnaire. Puis malheureusement, des fois, ça passe parce que, bon, ça n'a pas été divulgué par le membre du jury, mais des fois, ben, ça passe pas parce que tu es la personne qui a été divulguée en conflit d'intérêts. Et tu perds la commande. Tu perds la Ben, en chance fait, d'avoir une commande. Tu perds la chance, là. Tu prends ta proposition, tu la mets aux poubelles, tu la publies Non, non. sur Instagram parce que On ben, tu es bien assiste à heureux d'essayer de faire vivre un peu ton projet. Mais c'est tout. Puis, C'est quoi la solution à ça, en fait? Est-ce qu'on devrait faire sauter cette clause-là? ben, en fait, la question de l'exclusivité, en fait, je ne comprends pas la plus-value dans l'optique où, de toute façon, on n'est pas en train de se battre sur le prix. Donc,
théoriquement, peu importe l'octroi, dans le fond, peu importe le contrat va aller à qui, le prix des honoraires est déjà établi. Mais Cette Nathan, quand tu problématique-là. t'assois avec le SAGE, là, qui est les sages de la Ville de Montréal, les avocats, là, le service d'aide juridique, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Contentieux. L'ancien contentieux. Ils en font plus que le client demande. Là, ils mettent beaucoup de balises pour éviter... Parce que même si le prix est fixe, les honoraires, etc., il reste que le juré a le pouvoir de te faire gagner ou de te faire perdre. OK? Enfin, il n'est pas tout seul, c'est un jury à plusieurs. Mais il y a un contrat à la clé. Et ce contrat, s'il y a quelqu'un qui a une relation avec... Alors, ça va très loin. Puis c'est devenu très compliqué pour nous, pour constituer des jurys aussi. Il faut aller chercher des jurys qui sont à l'international ou je sais pas quoi, parce que tout le monde est en Qui n'ont conflit. aucun lien avec D'ailleurs, le comment tu as pu être sur un jury, toi, avec Lemay? Ben, en fait, les règles ont évolué. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer. Tu as coupé vraiment beaucoup Oui, mais de je me fais couper participants, aussi. toi. Mais je me fais couper Exact. aussi. Mais C'est ça ça. devrait être une clause. Qui Je est affaire. reviens sur le rôle d'un architecte qui est professionnel. Un jury est un architecte qui fait un acte professionnel aussi. Mhm. Donc, on a un code de déontologie, normalement. Bien On est régi sûr. par ça et on agit professionnellement. Ça, c'est une chose. À la question des ingénieurs, c'est rendu que, oui, on demande tout. Ça serait très simple d'être sélectionné. On est sélectionné, on appelle les gens. Maintenant, on complète l'équipe. Exact. Je veux parler rapidement de la documentation qui est soumise pour les concours. On a Anne Cormier qui faisait partie d'un de nos balados, ancienne directrice de l'Université de Montréal, de l'architecture de l'Université de Montréal, qui a fait beaucoup de concours via Atelier Big City. D'ailleurs, je pense qu'elle nous disait que c'est parmi les femmes qui en ont peut-être fait le plus ces dernières années. Ouais. Et je lui ai demandé sa position sur le concours et elle nous a répondu justement en lien avec la documentation soumise. La quantité de documents qui sont envoyés aux concurrents n'a aucun bon sens, là. Si on imprimait les documents qui sont envoyés par courriel, on se rendrait compte de Les répits de forêt au Québec. l'épaisseur démesurée du document en question est hors contrôle. Voilà. Réaction? Oui, on a reçu beaucoup trop de documents. On a des appels d'offres de concours. C'est un appel d'offres. On en a reçu un appel d'offres, on veut se soumettre. Des fois, il y a 8, 9, 10 addenda à ce concours-là. Mhm. C'est absolument incroyable. On est en train de rédiger un appel d'offres et les gens posent des questions. Est-ce que la pièce B2304 doit être absolument à proximité de ce local-là? Mais là, on dit, mais là, on est en train juste de mettre des CV ensemble et monter nos fiches projets pour être sélectionnés pour à l'autre. Et certains sont rendus à questionner le programme sur certains liens fonctionnels. Donc, la documentation, elle est lourde. On reçoit les programmes architecturaux complets, mais ça, en même temps, c'est à nous de pas passer les 300 fiches du projet. Là. Il faut quand même être un peu diligent. Mais après, quand les gens posent des questions aussi précises, c'est qu'ils sont en train, eux, de dessiner un projet. Avant, on pouvait juste faire une approche conceptuelle, 2, 3, 4 pages en texte. Et c'était vraiment précis. Ça pouvait prendre des semaines à rédiger une approche conceptuelle. Un jour, on pouvait mettre un croquis. Mais le croquis, maintenant, est rendu un projet. Donc, quand les gens déposent un projet à l'approche conceptuelle pour un dossier de candidature en la phase 1, ouf, la quantité de travail, elle est phénoménale. Ouais. Et ça, c'est épuisant. Mais là, on dirait que c'est un couteau à double tranchant, ce que tu dis. C'est à parce double que tranchant. il y a une firme qui, en première étape, qui est donc non rémunérée, qui pousse un concept, donc qui met des heures et des heures et des heures sans être payé, d'un côté, versus quelqu'un qui va arriver avec un sketch, j'exagère, là, mais avec un sketch sur une napkin, qui va être... C'est un Ben, choix. C'est vraiment un choix. Là. Ben, je peux peut-être vous expliquer le contrepoids de cette question-là. En fait, je pense qu'on est généralement ceux qui surenchèrent sur la définition du projet au niveau de l'étape 1. Et nous, c'est pas une... Je veux dire, c'est une question d'existence pour nous. On ne sera pas jamais pris au sérieux lorsqu'on met dans la balance nos CV, notre expertise et notre expérience déjà préétablie, et que ça compte pour une partie des points, on a 30 des points qui sont attribuables à notre idéation. C'est vrai. Bien, pour nous, je veux dire, ce 30 %-là, c'est la seule chose qui va faire qu'on va être sélectionné. Je pense qu'on joue sur la limite de la définition d'architecture, là, de ne pas présenter un projet d'architecture, mais reste qu'on anticipe aussi que les autres le font. Bien, normalement, c'est pas des dessins, là. Non, mais puis c'est pas des dessins. Puis on vous vous avez remet jamais pas été des points. disqualifié? Non. D'accord. Parce que dans le fond, Parce que nous, on a joue fini sur la par limite. disqualifier des gens à cause de Oui, ça. tout à fait. Ils en donnaient trop par rapport. Puis là, on comparait des pommes et des poires. Et puis à un moment donné, Mais là, je vais donner le pendant parce que j'étais de l'autre côté. Pas si souvent parce que c'est difficile d'être de l'autre côté. Oui. OK, souvent, je me faisais appeler ou je me fais appeler. Je dis, c'est quoi le concours? Ah non. J'aimerais le faire, oui. J'aime mieux être de l'autre Oui, côté. tout à fait. Et c'est arrivé que quelqu'un propose, complètement comme tu as fait.
un projet presque complet. Mhm. Même situation. Mm. Et dans le jury, quelqu'un a soulevé le point en disant, vous ne pouvez pas évaluer ce projet-là. Non. C'est un projet qui a été fait. Il faut lire le texte, bien comprendre le texte, lisez-le. Mais il n'y a pas eu plus de points pour Non. un projet complet qui avait été dessiné. Il faut juste bien comprendre la somme d'efforts. Puis je la comprends, puis je comprends ta stratégie, puis Ouais, elle est ouais. louable. Le edge que tu vois qui te permet d'aller chercher plus de points. Malheureusement, là, tout le monde le sait. Là. Tout le monde va faire ça maintenant. Non, C'est non. ta faute. Là. Non, parce que tu Ah ben, c'est sûr prends que des risques. c'est probablement prends des de risques. notre faute dans les dernières années. Non, mais il y en a d'autres. En partie. J'ai vu Je des pense pertes. pas qu'on Il y en a- est les il y en a seuls. là. souvent. T'es pas les seuls. J'ai vu une perce une fois de mire. Là. Tu connais mire? Là? Oui, Le oui, prix tout à fait. de- Ça c'est- fait pas de sens. Je veux dire, ça coûte 10 000 par image. Bon, alors la personne avait fait faire une perce de mire pour un projet en appel Mhm. d'offres qui n'avait pas été On finalisé. fait pas ça. Là. Il y en Mais a- à l'inverse, parce que là, bon, Nathan dit, nous, on fait le choix d'essayer de mettre de l'avant mettre certains plus, ouais. éléments. Mais Mhm. Greg, tu avais l'air de me dire, quand on préparait le balado, que même ce qui est demandé, des fois, on est quasiment rendu à demander où le local du concierge va se trouver. Oui, de plus en plus, mais pas dans tous les concours, évidemment. La Ville de Montréal, c'est pas le cas, mais il y a des concours qu'on voit où C'est le PFT on a l'impression complet. qu'il faut remettre un devis avec la proposition. Est-ce que ça va des fois trop loin? Est-ce qu'on demande trop de choses aux concurrents? Ben, moi, en tout cas, ce que je répondrais, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de formules de concours. Là, on simplifie tellement, là, parce que le centre phi, c'était complètement autre chose. Il y a vraiment beaucoup de formules possibles. Mais c'est que il y a un juste équilibre à trouver entre l'information qu'on demande aux concurrents pour pas que, justement, on juge juste sur des belles images. Si on veut de la documentation signifiante qui nous permette de trouver un lauréat et de dire ben, que ce projet, il va se faire à l'intérieur des paramètres du concours, ça nous demande beaucoup d'informations. Ça nous demande un 70 En étape C'est 2. pour ça que j'ai... En À étape l'étape 2, bien sûr, Mhm. bien sûr. À l'étape 1, normalement, on peut être super léger. Il y en a un qu'on a demandé vraiment quelque chose de super léger, même à l'étape 2, parce que je vois quel collègue a exigé un PCI par la suite. Et donc, ils ont dit, moi, je veux absolument pas que le concept soit trop Élaboré. élaboré en deuxième étape. Donc, il y a beaucoup de modulation. Mais si tu n'as pas de PCI après ou tu n'as pas de panel de design qui va encadrer la firme lauréate et puis qui va faire un travail d'accompagnement, là, ben il faut qu'on aille au 70 quoi. Puis il faut. Je n'ai pas le choix. Mais à l'étape 2, À c'est vrai. l'étape 2, là. Hein, oui, Il faut là, je suis comprendre que vraiment l'étape pas à 2, l'étape 1. encore une fois, on est en train de faire un mandat d'architecture. On fait la phase esquisse. Donc, ça, c'est prescrit, ce qu'on doit livrer dans une esquisse. Et on livre une esquisse à 70 ou 80. C'est 80 C'est 80? Non, c'est 80. Et après ça, on a un petit 20 pour faire les ajustements. Dans l'appel de candidature, on le voit, là, c'est devenu beaucoup plus lourd. Puis je regarde des fois, j'ai regardé les dernièrement, celle de Duboisier, c'est 12 ou 13 pages. Ah oui. Très dense, là, mais 12 ou 13 pages. Aujourd'hui, c'est des documents de 40, 50 pages parce qu'on demande beaucoup de Au choses. niveau du programme, tu Oui, veux dire, ouais. vision, Donc, développement 12 pages de CV d'ingénieur. Oui, 12, 13, 14 Ouais, pages de ouais. CV d'ingénieur. L'équivalent de tout. ce que tu faisais Ouais. initialement. Et- oui. et- alors que tout repose sur l'architecte, ou plus, presque dans la phase concours, une grande partie du travail repose sur eux, parce qu'il faut arriver avec l'idée, rassembler les ingénieurs après pour le réaliser. Mais ce volet-là, il est vraiment Il est devenu beaucoup- lourd. très OK. lourd, plus complexe. L'approche conceptuelle s'est rendue plus lourd. Ben avant, oui, il fallait prendre du temps pour l'écrire, il fallait y réfléchir, comment on va aborder le J'en projet, reviens quels pas sont qu'il y les ait des enjeux. dessins, ouais. Mais oui, mais un croquis est devenu un projet. On est là, passé du croquis. Est-ce qu'on d'accord. peut avoir au moins un petit croquis? Oui, mais après ça, c'est devenu un projet. Donc, l'anonyme, c'est vraiment l'intérêt de ça. C'est C'est l'essentiel. tout à fait. Mhm. Ouais. J'aimerais entendre ta perspective, Éric, sur le jury Oui. en tant que tel, Et- parce que, ben oui, je pense que Marie-Josée va être très heureuse. Mm. Parce que tu disais au départ, bon, on a vu des projets, par exemple, qu'on savait très bien que ça rentrait pas dans le budget, puis on gagnait pareil, puis ci, puis ça. Je serais curieux de t'entendre au niveau du jury. Est-ce que, d'accord, tu sais, bon, là, il y a le running gag on aime beaucoup faire des papillons, des feux d'artifice, des montgolfières dans les images de concours, puis bon, pour Les améliorer projections les aussi. projections de Ah oui, nuit, de projections jour. maintenant. Oui, oui, Les les lasers. Projections. oui. Ah oui? Les lasers Ah oui, dans le oui. ciel. On voit Non, non, tout. mais des Moment projections, Factory. oui, Oui, oui. Mais est-ce qu'on est encore un peu pris dans cette... j'ose croire que non, mais dans les belles images. C'est très difficile, le processus de jury. C'est ça, merci. C'est sans merci. Et là, je pense que le processus rendu au concours devrait être aussi un peu sans merci. Parce qu'il y a une responsabilité. Le donneur d'ouvrage mandate un jury de professionnels, de gens du milieu, et vous leur dites, vous allez choisir le projet qu'on va réaliser. Donc, vous avez une responsabilité. C'est énorme. Et là, je reviens à le concours est un octroi de commande. Mhm. Quelle est la commande? Donc, le jury doit comprendre très bien la commande. Les membres du jury qui sont architectes ont une obligation d'informer ceux qui ne sont pas architectes
parce qu'on ne parle pas le même langage. Exact. On a une obligation de les aider à comprendre les propositions, Ouais. à modérer. C'est très beau l'image là, avec les petits pingouins Mais et tout faites ça, puis attention. les Ah, lasers pas et les tout. pingouins. Non, mais c'est très beau, mais regardez ça. Il y a quand même, je trouve, une grande, grande vérité. C'est qu'un jugement qui est fait à plusieurs est toujours beaucoup plus riche qu'un jugement qui dépend fait. d'un seul. Il y a aussi le rôle du conseiller professionnel ou de la conseillère professionnelle là-dedans. Ça a été un des gros freins que nous, on a vécu au bureau puis qui continue de vivre. Il n'y a pas assez de conseillers professionnels. Il n'y a pas assez de programmistes aussi au Québec. C'est un métier en France, écrire des programmes d'architecture, d'aménagement, etc. Mhm. C'est un métier. Et c'est aussi, en fait, on avait trop de concours pour le nombre de conseillers professionnels. Ben, en fait, il y en a très, très peu. Là. C'est souvent Il y les en mêmes a- personnes Mais qui font oui, les concours. Deux. parce qu'on est obligé C'est d'aller... toujours les mêmes. Oui, puis on est... Mais là aussi, c'est qu'on est, on oui, est obligé c'est de faire par appel d'offres. Puis là, C'est celui qui en a fait le plus. Mais c'est un vrai souci. Puis moi, je dis que c'est un message que j'aimerais que vous portiez auprès de la profession. On a besoin de gens qui organisent des concours parce que si vous voulez améliorer le processus, c'est en étant là. C'est le conseiller ou la conseillère professionnelle qui détermine qui est le jury, qui détermine beaucoup C'est vrai. l'encadrement du concours. C'est pas le client qui fait ça. D'ailleurs, Marc-André, tu serais un excellent conseiller professionnel. Il faudrait que tu fasses ça. On me l'a déjà proposé en plus. J'en suis certaine. Parce que y avoir la capacité de synthétiser, etc., c'est vraiment super important. L'interface aussi neutre avec les concurrents. Représenter le client, mais pas le défendre. Enfin, Certains concours, à un moment donné, nous, on n'y allait plus à cause de certains conseillers. ben oui. Certaines personnes qui étaient en charge, on se disait non. D'ailleurs, Les règles il ne faut, seront pas claires. il faut aussi se battre pour que le jury soit nommé à l'avance. Hein, parce que ça, là, ça a l'air d'être gagné, mais Non, non. c'est souvent remis en question. On a fait l'UQAT et le jury Pourquoi, n'a pas pourquoi été il nommé. faut nommer les membres du jury avant? Ben voyons. C'est absurde. On veut être constructif dans ce balado aussi. Tout à fait. Il y a quelques On pistes l'est, quand même. là. Attends, Non, moi, mais- j'arrête pas de... Non, mais on a Exactement, plein ça, d'idées, c'est on a plein quelques d'idées. pistes Non, mais intéressantes. Marc-André, tu ne sortiras pas d'ici avant minuit. Là. Assume, là, c'est fini. là. Alors, chers auditeurs, attachez votre Il sucre, est 8 rechargez heures. votre téléphone. Donc oui, tombons un peu en mode solution, là, ou rapidement. Là. Ben, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? On a amené plusieurs points sur la table. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait mettre en place pour améliorer des choses, pour redonner confiance au concours à ceux qui l'auraient perdu ou pour donner encore plus envie à ceux qui sont déjà adeptes? Les premières étapes, là, si demain matin, vous pouviez changer quelques règles là, rapidement, ce serait quoi les premières étapes? Ben, je pense qu'on prend, mettons, un des sujets épineux, là, les budgets. Je pense que ça ne devrait pas être éliminatoire de se poser des questions ou en fait qu'un proposant se pose des questions sur le budget. Ouais. Peu importe l'étape, que ce soit à l'étape 1 ou que ce soit à l'étape 2. Je pense que ce feedback-là, des gens qui sont en train de préconcevoir ou concevoir, là, tout dépendant de l'étape, le projet, je pense qu'il devrait être pris en compte. Et il ne devrait pas être juste tassé et tout simplement discrédité parce qu'il ne répond pas au cadrage du programme fonctionnel et technique. Le marché évolue, l'inflation est incontrôlée, les règles changent, les propositions ont des impacts financiers qui peuvent charmer, qui peuvent bonifier pour le donneur d'ouvrage son projet, là, mais qui ne peuvent pas être implantés, dans le fond, si on n'est pas réceptif à ce feedback-là de professionnels qui sont les mieux outillés pour nous informer sur le coût réel de notre ouvrage projeté. Nous, on s'est fait beaucoup... un des gros obstacles que moi, j'ai eu à notre Surmonter. équipe, oui, et puis c'était avec donc les bureaux des grands projets, etc. Le temps, ça prend du temps. Ça, on arrive à Mais c'est trouver, correct. c'est 5 mois, c'est pas plus, puis on arrive à 80 %. C'est juste que les étapes sont inversées, fait que là, le monde est mélangé, mais c'est pas beaucoup plus long faire un concours. Puis chaque fois qu'on m'a dit, t'as pas le temps de faire un concours parce que le projet, on doit avoir... Chaque fois, le projet, 3 ans plus tard, n'était pas fait. Fait que ça marche pas le temps. Moins de consultations de parties prenantes, donc C'est ça. plus de rapidité dans le développement Ouais. du projet. PCI. Le coût, plusieurs gestionnaires de projet disent ah, on n'a pas de contrôle, c'est coût, le concours, ça va nous faire des passants. Alors, on a fait faire des études comparatives Mhm. entre le processus d'appel d'offres, parce que c'était vraiment incroyable ce qu'on nous disait. Là, que c'est... Écoutez, là, le nombre d'addendas par appel d'offres habituel, là, au conventionnel. plus bas soumissionnaire, tu prétends être capable de faire quelque chose pour tel montant, tu as prétendu ça dans ton offre de service. Mais voyons donc, là, tu comprends? Non, Addenda. Donc, les projets faits par appel d'offres traditionnel, par mode d'octroi, ont les mêmes Oh oui. dépassements de coûts. Il n'y a pas de surprise, là. C'est-à-dire qu'il y a du temps entre le moment où tu l'obtiens.
Bref, c'est pas plus safe de fonctionner par appel d'offres traditionnel que par concours en termes de respect du budget. Fait que là, moi, le jour où on me disait « Non, ça va coûter plus cher. » Non. Mais ce qu'il C'est faut la comprendre... qualité mais- qui oui, coûte exact. plus cher. C'est pas le processus de concours qui coûte plus cher parce que tu perds le contrôle. C'est normal. C'est justement normal qu'à un moment donné, j'ai vu des jurys qui disaient « Je le sais qu'ils ne rentrent pas dans le budget, mais tant qu'à faire un concours, parce qu'on le sait, on veut aller chercher de l'excellence, on veut aller chercher une nouvelle vision de ce programme-là. Mhm. Alors, est-ce qu'on s'en va vers un projet qu'on aurait pu obtenir au plus bas soumissionnaire ou on prend le risque d'aller chercher un projet qui peut-être nous amène un peu ailleurs au plan financier, mais qui justifie le fait qu'on ait mis en concurrence des cerveaux? C'est un excellent point. Je pense que le donneur d'ouvrage, effectivement, a le droit de changer d'idée. Ou d'avoir quelque chose, de dire hey, je la veux, cette Ferrari-là. Puis, aucun problème. Mais toi, tu as dépensé peut-être 200 000 pour faire ta Toyota. Oui, c'est sûr. Puis, tu en reçois Ça 500. me fait pleurer, Tu là, avec ta Toyota. as signé un contrat. Il faudrait qu'on donne aux quatre la chance de... Ben là, dire, moi, De ça m'a fournir coûté une 200 000, Ferrari. je m'excuse. Non, ou sinon, ben, remboursez-moi des honoraires que j'ai investis pour vous livrer ce projet-là. Mais vous avez le droit, comme donneur d'ouvrage, de changer d'idée. Tout Ben, à fait. Ça, ouais. j'ai aucun problème avec ça. Il Mais faut t'as que les raison. règles soient claires parce Oui. que dans un concours, on s'investit, on met du temps. C'est du temps physique, du temps émotionnel, mais du temps financier aussi. Là. Tout à fait. Oui, pour les films, ça a un gros coût. Là. Marie-Josée Lacroix, Éric Pelletier, Nathan Bonneville, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Greg, toujours un plaisir. Pareillement. Pareillement, je te souhaite bonne chance dans tes prochains concours, Ben, mon cher Greg. J'ai hâte de voir ton musée de l'Holocauste. Aussi, également, merci à Outil, notre partenaire financier. Et on vous invite évidemment à vous abonner à l'infolettre de Collectif. On se fait une partie 2 éventuellement, gang? Ah, ça va faire Je plaisir. pense qu'il y a, Dans 5 il y a- ans. il y a de la matière. L'année prochaine. Il y a de la matière encore. Non, mais il faut juste retenir que, de un, là, ce n'est pas parfait au Québec. Le processus n'est pas parfait. Il faut le défendre. Mais au moins, il existe. Il existe. Tout le Canada anglais nous regarde et disent mais qu'est-ce que vous faites? C'est extraordinaire, vous réussissez à faire ça. Encore, là, récemment. Donc, c'est hyper important de préserver ce processus-là. Et c'est ça qu'on devrait mettre de l'avant. C'est le choix de la meilleure idée, la meilleure solution pour faire un projet. C'est ce qu'on doit mettre de l'avant. Oui. Merci. Hey, Merci. merci, collectif. Merci.